L'idée de Sun Sun Sun, c'était de faire un magazine collaboratif. Toute l'idée d'Alexis, le cofondateur, et moi, c'est qu'on était dans les cercles de l'innovation, soit dans les grands cabinets ministériels, soit dans les grands cabinets de conseil. On voyait toujours les mêmes exemples revenir. Voilà, c'est des Xerox, Michelin, etc. C'est cool, mais il y a plein de designers, dont certains sont dans la salle ici, plein d'initiatives, plein de protos, etc., qui sont aussi porteurs d'avenir, mais qui n'ont pas d'agence de com pour faire leur tap, et donc au final, ça reste en dessous du radar. Donc on s'est dit, on va commencer à en parler. Donc on a fait un site et une newsletter où on en parlait nous, un peu comme des pseudo-experts autoprogrammés. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de retours de gens qui nous disaient mais il y a bien mieux à Singapour, ah regarde là ils sont allés plus loin dans tel projet, etc. Et donc on s'est dit la vraie ressource elle est là, donc l'audience du site en fait c'est elle qui va co-construire le site, et donc on a créé une communauté avec notre audience qui est à peu près de 160 000 personnes aujourd'hui. Dans ces 160 000 il y en a 20 000 qui contribuent de temps en temps et 1500 qui contribuent tous les jours en nous envoyant des dizaines d'innovations. Donc on a un flux continuelle d'innovation qui nous semble pertinente. Pourquoi? Parce qu'elles ont interpellé ces indépendants, ces designers, ces doctorants qui sont passionnés par un sujet, et à nous après de le traiter d'un point de vue éditorial dès qu'on voit l'occurrence répétée sur un même sujet d'un groupe d'innovation. On se dit on va en faire un papier ou on va en faire un rapport. Donc du coup sunsunsun.com, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. J'ai bien fait de venir, donc voilà, c'est simple comme bientôt. Et tout est en accès gratuit. Le mardi, on est sur Radio Nova, tous les vendredis dans 20 minutes. Et c'est ça la promesse qu'on donne aux contributeurs, de dire on ne peut pas vous payer, mais par contre on peut pousser vos idées, donc à travers le site et le relais de tous les médias partenaires. Et en fait, c'était pas vrai, parce qu'au bout d'un moment, les marques qui sont venues nous voir, ils nous ont payé, donc on a dû payer les contributeurs avec plaisir, sous forme d'événements qu'on essaie d'organiser, comme celui-là, mais en plus petit, pour eux, ou sous forme de cash, sonnant et trébuchant. Pourquoi les entreprises sont venues nous voir? Parce que c'était la réflexion d'un directeur d'innovation de Saint-Gobain qui nous a parlé, il a dit toutes les innovations qui marchent, elles sont confluentes de deux choses structurelles que moi je ne peux pas créer, mais que je peux détecter. C'est une révolution technologique d'un côté et une tendance sociale de l'autre. Parce qu'une technologie toute seule, je peux pousser autant que je veux en marketing, je peux raconter tout ce que je veux. Je suis jamais arrivé tout seul, parce que Saint-Gobain, c'était une boîte d'ingénieurs. Ils étaient tous mine, X, pont, etc. Des fois, ils voulaient pousser, on n'y arrivera jamais. C'est pas la peine. Par contre, si on écoute un peu plus les tendances sociales à l'œuvre, les tendances de fond, et qu'on tombe pile à la confluence des deux, là, c'est des grandes innovations qui marquent l'histoire de l'industrie ou de la grande consommation en général. Donc nous, ce qu'on essaie d'apporter, c'est essayer de regarder ce qui se passe au maximum dans la population. On a l'habitude de dire que l'innovation, c'est au croisement du laboratoire et du trottoir, mais c'est un peu le cas, elle vient de la rue, donc nous, on donne l'écho de ce que les gens, comme tout le monde, même s'ils sont un peu early adopteurs sur le site, pensent, n'hésitez pas à aller voir. Et donc, je parlais de tout ça à Dimitri Caudrelier, qui est là, au fond, avec le pull bleu, un joli jeune homme, marin. Qui vient nous rejoindre tout à l'heure. Qui nous rejoint tout à l'heure de Contis, et nous dit, nous, ça fait 5 ans minimum qu'on est passé de la mesure de l'impact à l'innovation. Donc, on sait ce qui bug dans un produit, et après, il faut le changer. Mais c'est en effet marrant d'imaginer ce que les gens de ton audience attendent en termes d'innovation green, et quelle est la tendance green qui sont les gens qui sont green. Alors nous, on fait comme d'habitude, on poste un brief au sein de la communauté en disant envoyez-nous tout ce que vous avez trouvé génial en termes de green aujourd'hui. L'innovation dans tous les domaines, du moment qu'il y a des styles de vie, c'est-à-dire que ça change un peu le quotidien des gens. On ne veut pas d'innovation purement technique ou pas d'innovation purement produit. Et là, directement, je me suis fait bâcher, mais c'est moi qui ai mal fait le brief, avec des éclaireurs qui disent, les éclaireurs, c'est le nom de nos contributeurs, je vous invite tous à devenir éclaireurs d'ailleurs, qui disent, tendance green, de quoi tu nous parles? Jamais je me suis réveillé un matin en me disant, je vais être green, quoi. Je me réveille le matin en me disant, je vais être plus heureux, ou je vais être meilleur que le voisin, ou je vais être un petit peu moins con que d'habitude. Okay, donc on va faire des choses qui sont en lien avec le green si tu veux, mais des innovations green, ça ne nous intéresse pas. Et donc c'était un premier constat qu'on trouvait intéressant de se dire, parce qu'on est du secteur, on pense le green comme green, mais dans la vie des gens, le green ou le sustainable, c'est une composante de tous les aspects de leur vie habituelle. Et donc quand on a eu des dizaines puis des centaines de remontées d'infos,
on s'est branché avec Antis pour faire deux choses. La première chose, mettre de côté tout ce dont l'apport environnemental n'était pas prouvé, parce que c'était encore très expérimental ou c'était très exagéré. Et l'autre partie, c'est d'essayer de voir à quelle autre tendance sociale du quotidien des gens se rapportent ces innovations, pour voir comment, à quel point de convergence, on a à la fois du green et une autre tendance ou un autre aspect de la vie quotidienne des gens. Je ne sais pas si j'ai été clair ou pas. Vous avez des exemples à nous donner? Voilà. Vous avez le bouton, c'est pour faire avancer vos diapos, hein, ouais, vous l'avez bien compris. Voilà, donc là je voulais éviter ce slide un peu chiant, mais vous m'y forcez. Les journalistes, ils veulent toujours aller au... Bah, disons que c'est le temps qui me guide. Je me speed, mais ce que je peux faire 4 heures sur un enfer. Et donc, voilà ce qu'on a trouvé en termes de sous-groupes. Et c'est ces 10 sous-groupes qu'on a réunis dans ce qu'on appelle un Suno-shot. Donc là, il y a un extrait de ce Suno-shot qui sera distribué à tout le monde. Et je peux essayer de dérouler très vite un certain nombre d'innovations qui sont pas mal. D'abord le crowd, donc nous on est crowdsourcés, donc le crowd c'est notre maison. Mais on a vu que les gens utilisaient le crowd pour faire des affaires, en faisant des achats mutuels, pour faire du business, en faisant des marketplaces, mais aussi pour faire du green. Et partout dans le monde, y compris en Chine, où les gens s'amusent ensemble à faire une station météo géante à l'aide de masques qui sont à la fois utiles pour les protéger des conditions de l'air dans les villes les plus polluées, mais qui envoient aussi de l'information sur l'état de l'air, justement, puisqu'ils le scannent en les protégeant, et permettent d'avoir un mapping de la ville et de dire aux autres où il faut sortir et pas sortir, ce qu'il faut éviter, etc., pour avoir une source d'information peut-être plus fiable et plus ouverte que l'information gouvernementale. Un autre magasin au supermarché, on en parlait, c'est un exemple très proche, qui propose aux gens de crowdsourcer l'assortiment. Et nous, on a plein d'idées de bons produits à référencer, et peut-être que vous avez des envies. Vous nous postez toutes vos envies, on les regarde et ça nous permettra de découvrir des producteurs locaux, des artisans avec qui travailler et de rendre le magasin un peu plus unique que n'importe quel magasin d'enseigne. Donc ça c'est quelques exemples de pouvoir du crowd. Donc j'active une communauté pour au maximum booster ma créativité. Dans toute la vague de tendances créatives, il y avait l'upcycling. Donc avec par exemple des gens qui travaillent au Chili sur recycler des filets pour faire des skateboards ou qui proposent de faire un Emmaüs des hipsters aux Pays-Bas. Vous commandez un sac très particulier qui a une petite puce et qui a un design particulier, vous allez poser des choses dans la rue et c'est une poubelle qui est transparente et qui est un peu flashy pour dire aux gens je le jette avec un petit warning qui dit certainement ça plairait à quelqu'un, donc n'hésitez pas à récupérer si vous voulez. Donc c'est des sacs poubelles en libre accès, transparents, pour faire un cycle de recyclage encore plus court, hein, ça ne repasse pas par du tri, ça ne repasse pas, c'est directement de la main à la main via l'intermédiaire d'un sac plutôt rigolo. Le fact-checking, on en a parlé, donc là je suis un peu redondant. Alors les contributeurs de Soud sont tous un peu pareils, hein, ils vont chercher les trucs les plus pointus dans chaque domaine, et donc à terme, les sites dont on parlait, qui sont aujourd'hui en effet en phase de devenir des standards, pourront être aussi alimentés par d'autres types de mesures, comme le LabCap, qui est une petite sonde, un périphérique de votre téléphone, et qui permet de scanner un certain nombre de substances que vous voulez détecter. Par exemple, ça vous permet de savoir s'il y a du pesticide ou non dans une pomme que vous avez achetée. Et donc après, si on se relie aux bases de données dont on parlait, on peut dire, dans le supermarché, ils prétendent que c'est bio, mais ça ne l'est pas, fait à l'appui. Encore plus pointu, mais qui a eu un gros succès au CES, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le CES. Los Angeles, c'est ça? Voilà, sur le marché à Las Vegas, c'est le gros congrès des objets connectés, où les Français sont très forts, parce qu'on est très forts là-dedans. Les objets connectés peuvent servir au green, dont ce petit spectromètre de masse. Je ne sais pas s'il y a des ingénieurs parmi vous, si vous avez des souvenirs de Terminal S. Ça envoie des ondes, et suivant l'écho de cette onde qui revient à l'appareil, on détecte s'il y a un certain nombre de substances ou pas, à cause de la vibration qu'elle procure. Et donc, sans même percer le produit, comme avec la sonde de tout à l'heure, eh ben, j'ai un scan de la composition du produit, suivant un certain nombre d'aliments. Donc ça sert pour l'alimentaire, mais ça sert aussi pour les crèmes, ça sert aussi pour les produits d'entretien, etc. Le Fab Life, donc là on est quand même dans un espèce de grand Fab Lab ici qui dit pas son nom parce qu'il n'y a pas forcément des machines, mais on fabrique tous ensemble quelque part dans un lieu assez ouvert. Et les Fab Labs s'attaquent à tout, ils s'attaquent y compris au green. Ce qu'on a trouvé intéressant dans l'exemple des abeilles, qui était au tout début d'introduction,
c'est que pour repeupler nos villes et nos campagnes d'abeilles, c'est pas si compliqué, on peut essayer de les inciter en créant des ruches. Créer une ruche, a priori, vous et moi, on ne sait pas comment faire, sauf si on propose des plans crowdsourcés et open source de cette ruche. Donc n'importe qui peut prendre le plan, aller chez son menuisier qui a une découpe bois et lui dire, si vous voulez, vous pouvez m'imprimer ces 20 éléments, je le monte moi-même, et à mon échelle, chacun, les uns après les autres, or, on va pouvoir créer tout un réseau de ruches. Et c'est un réseau qui est assez puissant maintenant, vous pouvez aller le voir, ça s'appelle Open Source Beehives. Au Royaume-Uni, vous pouvez créer une route de panneaux solaires, comme ce projet de 2 Américains qui a eu un succès démentiel, qui ont bricolé au début une série de panneaux solaires sur lesquels on pouvait rouler pour transformer les routes en détecteurs, et toujours en open source, toujours avec de la débrouille qui devient du professionnel, qui devient du crowdfunding, on arrive à créer le projet Solar Roadways qui est très porteur dans ce domaine. Ensuite, le digital, qui peut servir peut-être pas qu'à lui-même et qu'à vous faire des recommandations ultra optimisées sur les petites bottines que vous avez vues il y a 2 jours et qui réapparaissent quand vous lissez vos emails. Ça peut aussi servir à envoyer de l'information green dans le flux continu des gens sans qu'ils aient à aller sur un site particulier, à faire une démarche particulière, dans leur quotidien, leur comportement de tous les jours. Comme par exemple cette carte de Migros en Suisse qui vous permet d'avoir en gros la part de votre consommation qui est green ou responsable. C'est une approximation, mais ça vous permet de monitorer sans avoir aucune autre opération à faire que ce que vous faites tous les jours, c'est-à-dire donner votre carte fidélité à la caisse du supermarché, votre progression, ou Yardle, qui est un espèce de grand eBay, mais gratuit. Donc, c'est assez pratique, vous donnez tout ce que vous avez à donner, vous prenez tout ce que vous avez à prendre, et c'est un peu l'idée du collaboratif et de la consommation partagée, poussée à son extrême, ça marche très très bien. On peut essayer de taper sur ceux qui polluent, ça marche, très bien. On peut aussi essayer d'encourager ceux qui ne polluent pas, donc ça on le fait au niveau de la réglementation, au niveau de l'État, avec les prêts égaux, prêts à taux zéro pour le bâtiment, avec les primes pour les voitures. On peut aussi le faire dans son marketing, on peut aussi le faire dans le développement de produits. Ça c'est assez rigolo, c'est des flics au Canada, ça fait la transition avec mon collègue tout à l'heure, qui donnent des amendes positives aux gens qui ont préféré marcher plutôt que prendre la voiture. Donc vous avez des sont marrants, c'est des voisins très marrants. Et voilà, qui donnent des primes positives à ceux qui potentiellement préfèrent marcher ou prendre le vélo plutôt que la voiture. Donc vous avez un péage où on vous donne de l'argent, un billet de $12, l'argent qui est donné. Un autre exemple qui est rigolo, c'est Step Jockey, où vous pouvez, en prenant la photo d'un escalier, imprimer la charge calorique qu'on dépense en montant ou en descendant ces escaliers. Donc c'est de l'indication, ça ressemble un peu à l'indication médicale, ce qui est quelque part le cas de la prévention, mais aussi assez rigolote sous forme d'un reward et pas d'un warning. Créer de la convivialité, du bonheur, du plaisir autour du green, surtout dans les grandes villes qui sont assez anxiogènes. Donc là c'est au Japon, entre 2 réunions de travail, comme là entre 2 présentations, ensemble on fait un atelier agricole. Comme des distributeurs qui sont remplacés du jour au lendemain par des distributeurs de fruits où un diététicien vous offre gratuitement un fruit et discute avec vous. Là, ça peut être aussi un point d'échange et pas juste un point d'inquiétude. Les Smart Tech, que vous connaissez bien, mais 2 exemples très simples, des prises connectées et ce radiateur qui ressemble à un radiateur mais qui est en fait un gros calculateur, et en chauffant, il va chauffer la maison. Donc il est relié à Internet, il sert comme source détachée de calcul pour un labo de recherche, et en chauffant lui-même, il va chauffer la maison. Ensuite, tout ce qui est consommation locale, nouvelle génération, parce que c'est difficile souvent de faire du local. Donc là, au bout du champ, qui est en train de cartonner à Paris, qui sont des casiers où est livrée votre commande de producteurs locaux, avec le gros avantage que vous allez aller chercher quand vous voulez. Vous recevez un texto avec le numéro de casier et le code à taper, et vous allez chercher votre nourriture. Et il faut savoir que cette dimension du local est un énorme point de développement pour le web, parce que moi j'ai plutôt de la culture web, qui veut travailler sur la nouvelle économie de proximité. Dans cette nouvelle économie de proximité, il y a le souci de la livraison qui passera par ça. Amazon fait la même chose. Et le grand projet d'Amazon pour l'année prochaine, c'est Amazon local. C'est-à-dire comment je fais du sourcing local et de la livraison locale de produits, plutôt que d'aller dans mes entrepôts et de redispatcher après. Donc même ces géants voient l'avantage tactique
et techniques à utiliser ça, ou encore OpenDesk, qui est en train de faire un carton avec des dizaines de menuisiers référencés en France, où au lieu d'aller acheter votre meuble chez Ikea qui a fait 3 fois le tour du monde avant d'arriver dans l'entrepôt, vous téléchargez un plan, un peu comme dans l'idée qu'on avait tout à l'heure avec les ruches d'abeilles, et vous amenez ce plan au menuisier qui, avec une CNC, je ne sais pas si vous avez déjà vu une fraiseuse à bois automatique, donc, ça ressemble à une imprimante mais pour du bois, donc c'est une grande feuille de bois, ça vous découpe l'ensemble des éléments et vous le montez vous-même, donc vous allez créer de la valeur localement en changeant complètement tous les aspects d'impact environnementaux que vous auriez sur une chaîne traditionnelle. C'est proche du génie d'un point de vue environnemental. Hein. Et ça marche très bien, notamment à cause de ça, mais pas qu'à cause de ça, parce que, encore une fois, il y a toute une tendance du local qu'on peut observer. Et enfin, dans l'économie du partage, on l'a déjà vu. Des bons jardins où aller voler des fruits et légumes chez vos voisins. Et en Suisse, les bons voisins qui sonnaient pour aller chercher le produit que vous voulez. Pourquoi? Parce que cette association a créé un petit système d'étiquette ou sur votre boîte aux lettres avec des petites gommettes, vous mettez tous les produits que vous êtes prêts à prêter. Donc les gens se rencontrent à travers ce biais-là et partagent de la manière la plus simple et légère possible